faire. Et dans celle-ci, il est bon, cette année 2014, de se souvenir d'un certain nombre d'événements qui ont eu lieu dans notre histoire. Bien sûr, au premier lieu desquels, il y a les morts de la Grande Guerre, et au premier chef desquels, il y a le lieutenant Charles Péguy, qui est mort pour la France le 5 septembre 1914. Lui qui avait écrit ces vers célèbres dans son poème « Aide », heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Nous ajouterons d'ailleurs à cette commémoration le 12e centenaire de la mort du bienheureux Charlemagne, roi des Francs et empereur d'Occident. Le 8e anniversaire de la naissance de Saint-Louis, et également, il y a 220 ans, le souvenir du massacre des Lucs sur Boulogne en Vendée. Et Sainte Jeanne d'Arc ne disait-elle pas à Charles VII, « Sire, je vous dis que Dieu a pitié de vous, de votre royaume et de votre peuple, car Saint-Louis et Saint-Charlemagne sont à genoux devant lui, faisant prière pour vous. » Et parmi les commémorations de cette année, nous mettrons à part également à la mort de Saint-Vitus, dont nous retiendrons deux aspects de l'œuvre, si vous voulez. D'une part, la condamnation du modernisme, et d'autre part, la vision qu'il avait de la France. En deux mots, des études savantes ont pu être faites par ailleurs, et ce n'est pas le lieu de la faire maintenant, mais pour le modernisme, n'est-ce pas, qui était condamné entre autres par l'encyclique de Pascendi Dominici Regis, où Saint-Vitus, présentant la position des modernistes, disait que pour eux, leurs objets, les rapports entre science et foi, les objets de la science et de la foi, sont totalement étrangers entre eux, l'un en dehors de l'autre. Celui de la foi est justement ce que la science déclare lui être à elle-même inconnaissable. De là, un champ tout divers, la science est tout au phénomène, la foi n'a rien à y voir. La foi est tout au divin, et cela est au-dessus de la science. Nous nous conclut qu'entre la science et la foi, il n'y a point de conflit possible, qu'elles restent chacune chez elles, et elles ne pourront jamais se rencontrer, ni partant se contredire. Bon, c'est l'inverse de ce que a fait l'œuvre de Slavy Crombert, et c'est en même temps l'inverse de la position catholique qui est définie par l'alliance de la foi et de la raison, fides avec le ratio. Et il y a une deuxième partie de l'œuvre de Saint-Vitus que j'évoquerai un peu plus loin, concernant l'avenir de la France, mais pour l'instant, je continue la présentation du colloque. En premier lieu, nous aurons une conférence de M. Eric Maten sur le Saint-Suaire, n'est-ce pas, qui vient confirmer l'historicité des évangiles, comme nous le verrons dans quelques instants. Ce n'est pas sans lutte que cette vérité s'est imposée, et à l'intuition des saints historiques, a pu s'adjoindre la science des hommes pour établir un faisceau d'indices convergents. Et presque toutes les techniques de notre temps ont été mises en œuvre pour étudier ce linceul, dont je vous informe, vous savez peut-être que de nouveau, il y aura une ostension qui sera prévue l'an prochain à Turin, du 19 avril au 24 juin. Alors nous verrons ensuite un bel exemple de la méthode historique mise en œuvre par Mme Porte. Cette dernière, contre l'établissement officiel depuis Napoléon III, continue avec ténacité et avec un courage qu'il vous faudra saluer, parce que cela lui a coûté pour sa carrière. Elle continue donc avec ténacité de confirmer les recherches de M. Berthier, qui situe la bataille d'Alésia à La Chaux-des-Crotenay, dans le Jura, et non à Alise-Sainte-Reine, là où l'État a investi partout notre argent. Donc l'histoire a été, vous savez, le champ de bataille des adversaires de l'Église, très souvent. Et en particulier depuis le XVIIe siècle, quand le rationalisme des modernes a systématiquement remis en doute l'apport des auteurs du passé, y compris de la Bible, de Spinoza, Richard Simon, John Toland, puis Voltaire et Lumière et quelques autres. L'évolutionnisme étant, des visions fantastiques du passé se développèrent. C'est pourquoi il convient de réfléchir sur la façon dont on procède pour établir ces datations, ce que nous expliquera M. de Montcharrat. Et si notre histoire s'inscrit dans des durées plus courtes que celles admises habituellement, qu'en est-il de la cohabitation possible de l'homme et des dinosaures, du grec ainos, terrible, et sauros, lézard? La Bible, qui évoque si souvent la figure du dragon, en parlerait-elle? Alors nous essaierons d'y voir un peu plus clair avec la conférence de M. Gérard. La triste actualité nous a montré, les mois derniers,
Comment la famille traditionnelle est attaquée de toutes parts. Signe d'un réveil de la France chrétienne et au-delà, et quoi qu'il en soit de leur efficacité immédiate, les nombreuses manifestations ripostant à ces attaques constituent un témoignage porteur d'avenir. Mais il faut comprendre qu'en plus de la prière et de la vie sacramentelle, il ne peut y avoir de fruits durables dans la guerre culturelle qui nous est faite, derrière qui se cache l'antique ennemi du genre humain, sans une vision claire de ce que c'est que la famille selon le plan divin, que nous rappellerons à leur façon, Madame Carnot, avec le bel épisode de Théophile et de Sarah, et Franck Juillet, montrant ce domaine mal compris, notamment depuis l'humanité, l'accord de la science, de la morale et de la religion. Et si nous commémorons, c'est d'abord par piété filiale, pour honorer ceux qui, en constituant notre patrie, nous ont transmis par leur exemple et par leurs œuvres un héritage dont il faut savoir se montrer digne et qu'il faut faire fructifier selon notre devoir d'État et selon nos possibilités. Attacher avec fidélité et ouverture à l'œuvre du catholique français, si nous mettons notre temps et notre argent au service de celle-ci, et vous aussi, c'est que nous pensons de bonne foi qu'elle peut servir l'Église de notre pays, selon le vœu de Crombeck lui-même. Il est inutile de vouloir rêver de venir à une forme de chrétienté ou une nouvelle forme analogique de ce que fut la chrétienté d'autrefois, si on n'a pas une vision claire, n'est-ce pas, des origines de l'histoire de l'humanité et de notre pays. Et donc c'est pourquoi il faut répondre aussi en argumentant à ce que propagent les fils des ténèbres, ce que ne peut permettre un libéralisme qui engendre le modernisme, rendez-vous de toutes les hérésies, qui dissout toute vérité. Et pour cela, il faut travailler intellectuellement, il faut étudier, il faut réfléchir, et non pas simplement réagir à des slogans. Et rebâtir une cité chrétienne semble bien sûr, dans l'état actuel des choses, au-dessus de nos forces, face au déploiement de l'iniquité. La nation étant, selon le mot de Horace, une famille de familles, la cause des deux étant liée, c'est ici que nous retrouvons le second apport du bienheureux Milice, sauveur de la France, concernant donc cette fois la vocation de notre pays, que le père Baudet confortera par d'autres témoignages qu'il a directement reçus. En effet, le 13 décembre 1908, le Saint-Pape déclarait à Monseigneur Touché, évêque d'Orléans, lors de la lecture du décret de béatification de Jeanne d'Arc, la chose suivante: « Vous direz aux Français qu'ils fassent trésor des testaments de Saint-Rémy, de Charlemagne et de Saint-Louis, ces testaments qui se résument dans les mots si souvent répétés par l'héroïne d'Orléans, « Vive le Christ qui est roi des Francs ». À ce titre seulement, la France, continue le Saint-Pape, est grande parmi les nations. À cette clause, Dieu la protégera et la fera libre et glorieuse. À cette condition, on pourra lui appliquer ce qui, dans les livres saints, dit d'Israël, que personne ne s'est rencontré qui insulte à ce peuple, sinon quand il s'est éloigné de Dieu. Ce n'est pas un rêve, mais une réalité. Je n'ai pas seulement l'espérance, j'ai la certitude du plein triomphe. Et travaillons donc selon notre vocation propre, par la prière, par l'étude, à préparer cette résurrection, avec d'autres bien sûr, en nous rendant dignes et en y collaborant avec humilité, sans tomber dans un activisme désordonné, car, nous disait Peggy, il faut que France, il faut que chrétienté continue. Et à l'appel de Peggy, n'est-ce pas, je rajouterai le rappel d'un autre écrivain français, Georges Bernanos, qui, dans Le chemin de Croix des Alpes, avait écrit, juste avant la guerre, la vocation de la France est de dénoncer l'imposture. Eh bien, vous l'avez compris, nous allons nous efforcer de répondre à ce double appel à travers les travaux exposés. Pour cela, donc, je suis heureux de vous accueillir pour ces 2 jours de colloque du CG. Merci pour votre attention. Alors, nous commençons donc notre colloque d'une certaine façon en allant à l'essentiel, puisque nous avions mis comme titre à celui-ci finalement la recherche en question, nous interroger sur un certain nombre de savoirs qui sont établis et qui finalement sont loin d'aller de soi. Et nous allons tout de suite à l'essentiel en présentant les dernières recherches sur le Saint-Suaire. Et pour cela, nous allons avoir M. Doric Maten, qui va nous présenter, donc à l'aide d'un montage audiovisuel, les dernières recherches qui concernent l'énigme du
on attend toujours qu'on nous en fasse un. Et donc, nous allons là être au cœur, finalement, de l'affrontement entre le modernisme et puis le vrai savoir que vous allez maintenant vous présenter. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et donc, sans tarder, on va commencer tout de suite. Je vous dis quand même un petit mot de notre association, que certains connaissent, qui a été fondée notamment par Monseigneur Thomas, l'ancien évêque de Versailles, association qui poursuit deux objectifs principaux. D'abord, un but de méditation, parce que ce serait trop dommage, pour reprendre la phrase de Jean-Paul II, de ne pas méditer sur cette image intense et poignante d'un supplice indescriptible. Dans ce cadre-là, eh bien, vous savez qu'il y a eu une ostension à Turin en 2010. Monsieur le Président vient de rappeler qu'il y a une ostension qui est prévue bientôt. Il y en a eu une le 30 mars, c'est une ostension télévisée qui avait demandé Benoît XVI juste avant son départ. Et il y a donc une ostension qui vient d'être prévue du 19 avril au 24 juin. On vient d'apprendre hier ou avant-hier que le pape François se rendra à Turin le 21 juin. Et puis nous avons un deuxième objectif, bien sûr c'est un peu pour ça que vous êtes là ici, qui est de transmettre les connaissances le plus objectivement possible sur ce linceul qui est toujours, comme disait Jean-Paul II, provocation à l'intelligence. Alors, si vous ne reteniez qu'une seule chose de mon exposé, c'est retenez ça, provocation à l'intelligence. Dans ce cadre-là, eh bien, il y a souvent des colloques, comme aujourd'hui par exemple, mais des congrès dans le monde entier, puisque c'est un sujet qui intéresse les chercheurs absolument du monde entier. Nous avons, nous, de notre côté, par notre association, créé un forum à Paris en 2010, à Notre-Dame de Grâce de Passy, et nous avons pris la décision d'en faire un deuxième qui aura lieu bientôt, donc le samedi 7 mars 2015 à Notre-Dame de Grâce de Passy, pour toute la journée, une partie le matin un peu scientifique, une partie l'après-midi un peu plus spirituelle. Voilà, donc je vous invite à venir nous rejoindre. Alors, nous allons tout de suite parler de cet objet bizarre, et pour bien avoir une idée des choses, on regarde déjà cette manière d'enterrer les morts chez les Juifs. Vous voyez qu'on posait le cadavre sur un tissu et que l'on recouvrait totalement de l'autre côté. C'est ce qui explique que ce tissu, le tissu qui est arrivé jusqu'à nous, soit extrêmement long. Il fait 4,40 mètres de long sur 1,10 mètre de large. Alors l'image que vous voyez en bas, elle est déjà un petit peu trop contrastée et vous allez accepter de retenir que c'est le positif. Alors c'est très important, c'est l'image telle qu'elle est à Turin, c'est pas l'image que tout le monde connaît. Sur ce positif, donc l'objet tel qu'il est à Turin, eh bien l'image est très ténue, très ténue, très difficilement lisible. Vous aviez tous, comme à ma génération, les négatifs sur le papier comme ça, qu'on ne regardait pas du tout, ça ne nous intéressait pas, parce que tout est inversé, les couleurs sont inversées, les formes sont inversées, on mettait ça dans notre poche et on s'en occupait pas. Et, voilà. Alors, cette image, pour la voir un tout petit peu, eh bien, il faut être dans l'obscurité pendant déjà un certain temps, c'est ce qui est le cas quand vous allez à Turin. Là, le pape Jean-Paul II en 98, et en plus, quand il y a de la lumière derrière, et ça va encore mieux, et à condition d'être à 3 mètres, eh bien, on distingue un petit peu quelque chose. Plus vous vous approchez, moins on voit. Alors, nous allons parler de cet objet, et donc essayer de répondre aux 3 questions que tout le monde se pose. Premièrement, vous pouvez provenir cet objet. Deuxièmement, comment l'image a-t-elle pu se former? Et troisièmement, bien sûr, quelle personne a-t-il pu contenir?
cela a fait l'objet de beaucoup de documentation. De notre côté, à l'occasion de l'Ostension 2010, on a réalisé un petit guide du linceul, un tout petit guide d'une vingtaine de pages que vous pouvez trouver à la procure. On m'a demandé de faire un livre un peu genre un livre de poche. Alors j'en ai quelques exemplaires ici. C'est un petit livre qui a été fait par les éditions Fidélité à Namur et que donc vous pouvez aussi trouver en librairie. Alors l'histoire connue commence en Europe, au milieu du XIVe siècle, et ce tissu arrive brutalement, dirait-on, à un petit village qui s'appelle Liré, au sud de Troyes, où il y avait très peu d'habitants. J'y suis allé il y a à peine 200 habitants, il n'y en avait pas plus à l'époque. Et on a dit, et alors là vous avez tous vu ça dans tous les livres, qu'il y avait eu des doutes de l'évêque. Mais vous allez voir que nous avons des doutes sur ces doutes. Et il a fallu attendre la fin du siècle pour que le pape Clément VII d'Avignon autorise définitivement les présentations, les ostensions. Alors pourquoi nous avons des doutes? Voilà de quoi il s'agit. Eh bien, à la fin du siècle, 1389, l'évêque de Troyes, qui était Pierre d'Arcis, a écrit un mémoire au pape en disant que son lointain prédécesseur, 35 ans plus tôt, avait trouvé le faussaire et que le faussaire avait avoué. Alors ce document a été sorti de la poussière par un chanoine célèbre qui s'appelait Ulysse Chevalier au début du XXe siècle, et donc ce chanoine a mis en évidence cette idée qu'un faussaire avait été identifié. Alors il a fallu attendre tout près de nous, en 2007, on voyait c'est à quelques années seulement, pour qu'un chartiste très compétent, Emmanuel Poul, replonge dans ce fameux dossier. Et il s'est aperçu qu'en fait, Ulysse Chevalier a trompé volontairement ses lecteurs en se basant sur un projet de bulle que le fameux Pierre d'Arcis avait proposé. Alors il faut quand même s'étonner un petit peu que sur un tel sujet, le pape, sur un bout de tissu, le pape ait mis 5 bulles. Celle qui compte pour la décision finale, qui date de juin 1391, eh bien, dans celle que vous voyez ici, tous les mots, j'insiste beaucoup là-dessus, tous les mots faisant une quelconque allusion à un faux ou à un faussaire ont été barrés. Donc c'est extrêmement important de savoir que le pape n'a absolument pas suivi les conclusions qui lui avaient été proposées et que donc il n'y a jamais eu de faussaire, à fortiori de faussaire identifié. L'objet passe quelques années à l'extérieur de la France, dans la période 1418-1435, et il arrive à la maison de Savoie en 1453, où le duc Louis de Savoie fait construire une Sainte-Chapelle, la Sainte-Chapelle de Chambéry, et il entrepose donc le linceul dans cette Sainte-Chapelle, et vous avez tous entendu parler du fameux incendie qui a eu lieu au siècle suivant, 1532, où donc l'objet était dans la niche qui est derrière l'autel, et donc le feu a pris, et vous voyez en haut la niche que vous pouvez voir encore aujourd'hui, les barreaux ont été arrachés, l'incendie a été terrible, et l'objet a subi de gros dégâts, de grandes brûlures. Malheureusement, je n'ai pas de flèche pour trébucher, c'est un petit peu haut, mais vous pouvez voir deux bandes noires continues en haut et en bas du tissu, avec des trous régulièrement espacés qui ont été réparés un petit peu plus tard par les clarisses de Chambéry. On a eu beaucoup de chance parce que cet incendie n'a absolument pas touché l'image qui est au centre que vous voyez. Alors, en 1578, il y a à Milan un vieillard, un évêque très vieux, parce qu'il vient d'avoir 40 ans, il est d'ailleurs mort à 46 ans, c'est un certain Saint Charles Borromée, que vous connaissez tous, et qui voudrait bien venir vénérer le linceul à Chambéry, et le duc de Savoie lui dit « Oh non, non, monseigneur, c'est beaucoup trop loin, les TGV sont tous en grève, donc vous n'y arriverez pas, et puis c'est un peu loin, donc on va vous l'amener à Turin. » Et c'est comme ça que le linceul atterrit à Turin, où il est stocké donc dans la cathédrale que vous voyez, la cathédrale San Giovanni, et il
reliquaire que vous voyez ici, le tout dans un grand hôtel reliquaire, un peu plus tard. Alors, le dernier roi d'Italie, Umberto II, qui était en exil, a légué définitivement. Il faut que je laisse. Ah, c'est. Ah, très bien. Le rouge. Très bien, on va essayer. Merci beaucoup. Donc, le roi Umberto II a légué pour la date de sa mort le tissu au Vatican. C'est donc maintenant une propriété du Vatican. Et vous savez peut-être qu'en 1997, il y a eu de nouveau un incendie très grave à Turin. La cathédrale, la coupole a entièrement brûlé. On a eu beaucoup de chance parce que comme il y avait des travaux dans l'église au préalable, le linceul avait été mis de côté et donc il a échappé à l'incendie. Pas tout à fait quand même, mais les pompiers ont réussi à casser le coffre en cristal blindé. Alors, quand j'ai des enfants, je leur dis, quand vous allez à la banque, vous n'aurez jamais l'argent avec votre pistolet là-haut, parce qu'il y a une vitre qui fait 2 cm. Et bien là, on avait un cristal blindé de 7 cm d'épaisseur. C'était totalement incassable, absolument incassable. Le pompier Trematore, qui a après dit qu'il avait été inspiré par le Saint-Esprit, a quand même réussi à casser ce coffre blindé et à récupérer donc le linceul qui n'a pas du tout souffert. Alors on passe un peu aux grandes étapes scientifiques. Vous savez tous que la photo a été inventée au milieu du 19e siècle, mais bon, il n'y avait pas beaucoup encore de spécialistes. Il a fallu attendre la fin du siècle à l'occasion d'une ascension en 1898 pour confier la toute première photo à un photographe amateur qui était avocat, le fameux Secondo Pia. Alors Secondo Pia prend sa photo avec, vous savez, ses gros appareils à souffler, et puis il va développer sa photo qu'il avait prise. Vous savez, autrefois on avait des plaques comme ça, hein, donc les négatifs. Alors maintenant on va parler de ça. Donc c'est sur le négatif qu'il a développé, et bien voilà ce qu'il a trouvé. On va d'abord commencer par ici. Excusez-moi, il n'y a pas de lumière. J'espère que vous verrez suffisamment. Voilà le négatif du visage. Alors c'est extrêmement important. Tout à l'heure, on a parlé du positif qui est très difficile à lire, très difficile à comprendre. Mais le négatif, lui, est au contraire absolument merveilleux, parfait du point de vue de définition atomique et bien sûr très majestueux, très beau. Alors, il a fait bien sûr les photos du corps entier, donc on va pouvoir les regarder ici. Je vous les avais cachés pour pas qu'on le voit avant. Voilà, les négatifs du corps entier. Alors, il faut bien se mettre ça dans la tête. Ce que tout le monde voit, ce que tout le monde connaît, ce n'est pas l'objet lui-même, c'est le négatif de l'objet. Hein, c'est extrêmement important. Donc sur ce négatif, on distingue très bien le corps d'un homme affreusement supplicié. Alors ça a fait des ordres, bien sûr, et vous savez qu'il y a eu juste après 1905, et puis il y a eu 1903 avec Élie Chevalier, donc on a mis un peu tout ça aux oubliettes, et il a fallu attendre 1930 pour qu'on confie cette fois-ci à un photographe professionnel, Giuseppe Henriet, le fait de refaire cette fois-ci des vrais négatifs qui soient incontestables. Et bien entendu, Henriet a retrouvé exactement la même chose que ce qu'avait trouvé son prédécesseur. Vous voyez là le négatif du facetto, donc de l'objet complet. En général, on montre plutôt ce qu'on appelle les zones de boue que vous avez à côté, c'est-à-dire la séparation par le milieu. Comme ceci. Alors en 1932 commencent les premières ostensions, la première recherche anatomique avec Pierre Barbet, qui était professeur à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Barbet qui a fait un livre absolument extraordinaire qui s'appelle La passion selon le chirurgien, livre que vous pouvez trouver encore aujourd'hui, on doit être à la 12e ou la 13e édition, livre qui n'a presque pas vieilli, qui a été un petit peu contesté, mais pas beaucoup, et pas sur l'essentiel en tout cas. Alors, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire dans cette image que je vais essayer de vous expliquer. Je n'ai pas de règle ici, je vais prendre la plaque.
voyez mon beau front, vous voyez mon bonnet, mon beau menton. Alors si je mets un tissu comme ça, vous voyez qui touche le nez, le front, et ne touche pas le fond des yeux. D'accord? Alors, depuis très longtemps, on avait l'impression que sur cette image, il y avait en quelque sorte une décroissance de la couleur entre les zones qui étaient en contact et les zones qui n'étaient pas en contact. Alors là, sur le négatif, les couleurs sont inversées, donc sur le négatif ici, le nez est blanc, le nez qui était en contact, le nez est entièrement blanc, donc sur le positif, il est entièrement noir, et au contraire, au niveau des oreilles, eh bien, qui sont éloignées, ou des yeux, eh bien, le négatif est noir et le positif est blanc. Alors on s'est dit, il y a, semble-t-il, une sorte de variation qui est peut-être proportionnelle à la distance entre le corps et le tissu. Eh bien, en 1973, un ingénieur français qui s'appelait Paul Gatineau a découvert ce qu'on va appeler l'image tridimensionnelle. Voilà comment il a procédé. En chaque point de l'image, il a relevé l'intensité relative avec un micro-densitomètre. Donc vous voyez là les zones de contact, les zones où il n'y a pas de contact, vous voyez au-dessus l'intensité relative, on voit que ça suit tout à fait les zones de contact et les zones où il n'y a pas de contact. Alors il a mis ça dans une machine, et c'est une information donc scientifique, hein. Il a mis ça dans une machine avec un stylet que vous voyez là-haut. Alors, ici, je vais faire marcher ça. Vous voyez ici une plaque de matériau tendre, ici, qui est là, sur un support, et qui va se déplacer dans les deux sens, et cette information d'intensité relative est envoyée là dans un électroaimant avec ce stylet et va creuser cette plaque en matériau tendre. Et bien voilà le résultat. Le résultat, c'est ça, c'est le relief du visage de l'homme du linceul. Alors il faut faire extrêmement attention à ça. Ce n'est pas une vue d'artiste, ce n'est pas un sculpteur, c'est un ingénieur, c'est une information scientifique, c'est ce qu'il y a dans les mailles du tissu. Chaque point de l'image contient la troisième dimension de l'image tridimensionnelle. Cette image est unique au monde, il n'y en a pas une seule autre. La plaque est d'ailleurs aussi assez unique puisque j'ai l'avantage de disposer de l'original qu'a fait l'ingénieur Gatineau qui m'est revenu par renseignement. C'est unique au monde, pourquoi? Parce que dans le tombeau, il n'y a pas de lumière. S'il y avait de la lumière, vous voyez toujours mon bonnet et mes beaux yeux, eh bien, je serais éclairé, par exemple, de ce côté-là. Donc, j'aurais de la lumière ici et j'aurais de l'ombre ici. Donc, si je mets ça dans une machine, je vais mettre en informatique, puisque vous connaissez ça, la valeur 1 à la valeur éclairée et la valeur 0 à la valeur sombre. Et donc, mon beau visage sera absolument affreux. L'expérience a été faite, c'est absolument épouvantable. Bon, et comme il n'y a aucune lumière dans le tombeau, eh bien, on a une image qui est parfaitement homogène. Et donc, c'est le relief de l'homme du linceul. Alors, donc je fais un petit peu cocorico, parce que c'est donc la France qui a fait ça pour la première fois. Et donc un peu plus tard, alors ici vous voyez une plaque en bronze, mais c'est la même chose, on a fait un tirage en bronze, que vous pouvez voir peut-être dans certaines expositions. Et donc le tirage a été fait donc en 1974, 2 ans avant les travaux de la NASA, que tout le monde connaît. La NASA, en 1976, a utilisé un ordinateur qu'on appelait le VP8, qui cherchait à faire de la triangulation pour essayer de déterminer le relief des planètes. Et donc, avec ce matériel, eh bien, ils ont introduit une photo du linceul, et voilà ce qu'ils ont obtenu, que tout le monde connaît un petit peu, photo de la NASA. Quelque chose de tout nouveau que vous ne connaissez pas, eh bien, en 2005, il y a un chercheur américain qui s'appelle Petrusson qui a fait l'hologramme. Alors, je vais être obligé d'interrompre pour vous montrer l'hologramme.
l'hologramme qui a été fait par cet Américain, c'est quelque chose qui n'est pas connu du tout. Voilà, je reprends le montage diapo. Voilà. 1978, eh bien, vous le savez sans doute, donc un ensemble d'une trentaine de chercheurs, 33 chercheurs venant de tous les pays, essentiellement américains, mais il y en avait d'autres aussi, fait des examens pendant 5 jours consécutifs, 120 heures, jour et nuit. Vous voyez qu'ils ont des gants, et ils ont fait une collection de trouvailles tout à fait importantes, de découvertes tout à fait importantes, que l'on utilise encore aujourd'hui. 1988, c'est le fameux test au carbone 14 qui surprend tout le monde par une datation du Moyen-Âge. On va en reparler. Et puis 2002, eh bien, on fait une restauration. Pourquoi? Parce que derrière les pièces qui avaient été mises par des Clarisse, eh bien, on pensait qu'il y avait beaucoup de saleté emprisonnée. Pourquoi? Parce que de l'autre côté du tissu, on l'avait cousu sur une grande toile, ce qu'on appelle une toile de Hollande, et donc on pensait qu'il y avait des morceaux charbonnés qui étaient prisonniers. Et donc voilà ce que l'on a trouvé à l'intérieur. On a enlevé ces pièces de tissu, et voilà les cochonneries que l'on a pu trouver. On a donc nettoyé tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui le tissu se présente un peu autrement, tout petit peu autrement. Donc tous les trous, toutes les pièces de tissu ont été supprimées. En haut, vous voyez, tel que c'est pour un trou en haut, avant, et juste en dessous, après. Donc le trou est bavu. Alors, que nous dit le tissu? Le tissu nous parle d'abord par ses dimensions. Ces dimensions, ça montre que ça n'est pas un tissu qui a été pris au hasard. Vous savez que la coudée assyrienne mesurait 54,3 cm, et le tissu mesure exactement 8 coudées dans un sens et 2 coudées dans l'autre. Alors ça nous rappelle une phrase de l'évangile de Matthieu, nous disant que Joseph prit le corps et l'enroula dans un linceul propre. Et c'est un tissu qui a été extrêmement difficile à tisser, un tissage qui a nécessité plusieurs centaines d'heures, on a parlé de 800 heures. C'est un tissu en chevron, en lin, tissé avec un métier très spécial qui n'existait pas en Europe, mais qui existait en Palestine et en Syrie au 1er siècle. Et donc, on peut reprendre que là aussi, que Joseph d'Arimathie, nous dit l'Évangile, était un homme riche. Ce tissu surprend encore tout le monde dans sa qualité, et aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, mais tous les spécialistes considèrent que effectivement ce tissu peut avoir été tissé, on va dire, autour de la Méditerranée, notamment en Syrie et en Palestine. En Syrie, il y avait un gros marché d'exportation qui passait par Jérusalem après. Il y avait beaucoup d'ateliers. Et donc, un tissu absolument magnifique et qui a pu être tissé donc, au 1er siècle, je mets encore au pluriel pour l'instant, de l'ère chrétienne. Alors, on va parler des pliages et puis on va parler d'une couture. Au niveau des pliages, on a été très surpris parce que quand vous regardez les fameuses taches d'eau, alors dans tous les livres, vous verrez qu'il y a des taches d'eau et que ces taches d'eau correspondent à l'extinction de l'incendie de Chambéry. Alors, un Italien a fait une recherche, vous voyez ici les taches d'eau qui sont surlignées en bleu. Eh bien, quand on regarde comment ça marche par rapport au pliage de Chambéry, on s'aperçoit que ça ne colle pas du tout. Ces taches, vous voyez, là, on voit à droite les pièces de tissu, et à Chambéry, il était plié en 32 épaisseurs, et là, elle n'était absolument pas pliée de cette manière-là. Les taches ne correspondent pas du tout, mais alors pas du tout, à ce pliage de Chambéry. Alors, à quoi peuvent-elles correspondre? Eh bien, cet Italien a fait pas mal de recherches, et la seule solution, c'est qu'il était plié selon l'axe central que vous voyez en haut, donc l'axe B, puis replié selon les axes A et C, donc ça
montre donc la symétrie, et ensuite plié en accordéon avec une tache d'eau qui devait être ici, et puis qui a donc mouillé tous les points bas. Alors ça c'est très joli, mais un tissu en lin comme ça, ben, ça ne tient pas tout seul, c'est très mou, donc il fallait qu'il soit stocké quelque part, et la seule solution pour qu'il tienne à peu près debout, eh bien, c'est qu'il était stocké dans une urne de ce style-là. Alors, c'est des urnes que vous trouvez en Palestine, il y en a à Qumran. Ça ne veut absolument pas dire que le tissu était à Qumran, mais c'est le genre de genre qui est tout à fait compatible. On a fait une radio de la simulation qui a été faite, et on voit que le tissu s'affaisse un petit peu au fond de cette jarre, avec une goutte d'eau au fond, ça correspond tout à fait comme pliage. Donc c'est un pliage qui est beaucoup plus ancien que l'incendie de Chambéry. Alors il y a une couture tout en haut, sur toute la longueur du tissu, que vous voyez ici, et cette couture sépare le tissu en deux parties, une petite bande de 7 cm et une grande bande de 1,03 m. Les chevrons sont absolument jointifs, c'est exactement le même tissu, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, donc c'est visiblement une bande du tissu original qui a été coupée et qui a été recousue ensuite. Pourquoi on ne sait pas, quand on ne sait pas. Cette couture est tout à fait surprenante, il n'en existe absolument aucun spécimen dans les tissus anciens en Europe. Par contre, on en a trouvé en Égypte du 1er et 2e siècle et dans les années 1960, dans les fouilles qu'on a faites à Masada. Vous voyez ici la forteresse de Masada qui est au sud de la mer Morte, où on y a habité. Eh bien, Masada a été prise en l'an 73 après Jésus-Christ. Vous savez que c'était la première révolte des Juifs. Et les Juifs ont tenu jusqu'en 73. Les Romains ont fini par les chasser. Et on a trouvé donc récemment des tissus dans les fouilles, des tissus qui ont ce type de couture. Donc on peut dire que sur le linceul de Turin, la couture, au moins, enfin le tissu, pardon, est sans doute du tournant du 1er siècle. C'est un premier indice. Alors on va parler des datations, et j'ai mis datation au pluriel parce qu'il y a un élément nouveau. Il y a bien sûr la datation du 94 dont on va parler. J'ai d'ailleurs ici quelques petits livrets qu'on avait fait à l'occasion de l'obtention de 2010 pour qu'on puisse se faire une synthèse sur cette affaire extrêmement difficile. Mais l'élément nouveau, c'est que l'année dernière, eh bien, il y a une nouvelle datation qui a été faite d'une manière totalement différente par des méthodes chimiques et mécaniques, et donc plus question du tout du carbone 14. Alors, pour le carbone 14, je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer, parce que c'est un petit peu compliqué. Au niveau de la théorie, c'est relativement simple. Vous savez que dans la très haute atmosphère, il y a ce qu'on appelle le bombardement cosmique. Et donc là, il y a des neutrons, donc un flux de neutrons très important qui pénètre dans l'atmosphère, qui tape sur des noyaux d'azote qui sont dans la très haute atmosphère. Et cette réaction est très connue des physiciens nucléaires. C'est une réaction qui produit un carbone 14, c'est-à-dire un carbone enrichi d'un neutron, et ce carbone, il est radioactif. Alors n'ayez pas peur, parce que vous êtes tous radioactifs, nous sommes tous radioactifs, je vous le dis au passage. Cette propriété intéressante, eh bien, c'est que ce carbone, il va décroître dans le temps à partir du moment où il n'y a plus d'échange. Tant que nous sommes vivants, tant que la plante est vivante et qu'elle fait des échanges par photosynthèse avec le rayonnement solaire, eh bien, il y a un échange permanent et donc le taux est constant, aussi bien pour nous que pour les plantes. Un échange permanent. Le jour où on coupe la plante, il n'y a plus d'échange et donc ce capital initial de carbone 14 va commencer à décroître suivant une loi qui est parfaitement connue. Et donc, il suffit aujourd'hui de voir combien il reste d'atomes de carbone 14, et par la courbe que vous voyez ici, eh bien, on s'est remonté à la période, la date approximative, où il y avait le taux nominal. Voilà, donc c'est assez simple pour la théorie. J'insiste pas. Alors, jusque dans les années 70, il n'était pas question de faire un prélèvement quelconque, parce que c'était très gourmand, parce que c'est un prélèvement qui est destructif, et il aurait fallu détruire 500 cm² de tissu, c'était impensable pour l'Église. Mais dans les années 70, une nouvelle méthode a été mise au point, qui s'appelle par spectroscopie de masse et accélération des ions, la méthode AMS, et
et dans les années 80, elle a bien été mise au point. En 85, elle était suffisamment qualifiée, requalifiée dans tous les congrès pour qu'on dise, ben, ok, on y va. Quel est l'avantage? Eh bien, cette méthode, elle était moins gourmande d'un facteur, on va dire, entre 500 et 1000. Alors, c'était extrêmement important parce qu'au lieu de 500 cm², eh bien, avec, disons, de l'ordre de 5 cm², ça devenait suffisant pour faire une datation correcte. Alors, l'Église a donc accepté, il y a eu un protocole qui a mis un certain temps, et le prélèvement n'a eu lieu qu'en avril 88, vous le voyez ici. Alors, j'insiste beaucoup pour dire, contrairement à une idée reçue, que le prélèvement n'a pas été fait dans un coin, parce que, compte tenu de la datation, beaucoup de gens vous disent, ben oui, il y avait des gens qui avaient des doigts sales, qui tenaient dans un coin, de la transpiration, et c'est pour ça qu'on trouve cette datation du carbone 14. Malheureusement, ça ne colle pas, parce que le prélèvement, il a été fait en dessous de cette zone du coin. Alors, voilà le résultat qui a surpris donc tout le monde, et on va s'y attarder un tout petit peu. Tout d'abord, les laboratoires, les 3 laboratoires qui ont été retenus ont pris des précautions qu'on ne prend jamais pour un quelconque objet. Tout d'abord, si madame qui est là se casse le bras, elle ne va pas demander à la sécurité sociale de lui faire 14 radios. On fait une radio, puis c'est fini, tout le monde est d'accord. Et bien là, on a décidé qu'on ferait 12 ou 13 mesures sur le linceul de Turin. Et en même temps, on a choisi 3 autres tissus qui étaient parfaitement codés, sur lesquels on a fait aussi 12 à 13 mesures pour chacun. Alors ces 3 tissus, ben, comme ils étaient codés, on devait retrouver leur date connue par le test du carbone 14. Et donc voilà ce que cela a donné. Alors on raisonne en année BP, before présent. Pourquoi? Parce que c'est les Américains, c'est William Levy qui a trouvé cette méthode de datation par le carbone 14, c'est le prix Nobel de chimie pour ça. Mais comme c'était en 1950, il a dit, moi, 1950, c'est l'âge zéro, donc on compte tout à l'envers depuis 1950 jusqu'à autrefois. Et il faut rajouter 38 ans pour arriver en 1988, donc c'est un petit peu compliqué. On ne va donc pas regarder les chiffres en absolu, mais on va regarder les chiffres en valeur relative. Alors, le tissu numéro 2 venait d'une tombe de Nubie qui datait du 11e, 12e siècle. Le tissu numéro 3 venait d'une tombe de Thèbes qui était de la limite du 1er siècle avant et 1er siècle après Jésus-Christ. Et pour le tissu numéro 4, il s'agissait de fils de la chape de Saint-Louis d'Anjou, que vous pouvez voir d'ailleurs encore la chape toujours dans la basilique de la Sainte-Baume. Alors, sur ces 3 tissus, eh bien, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que les résultats sont excellents. C'est-à-dire que sur le tissu numéro 2, eh bien, entre les 3 laboratoires, il y a à peine un écart de 14 ans. C'est très très peu. Et vous avez en bas ce qu'on va appeler le niveau de signification qui est extrêmement élevé, 90%. Donc tout le monde était très content. Et on a fait la revue Nature, dans laquelle, au printemps 89, on a publié les résultats. Mais personne n'a beaucoup parlé du tissu numéro 1. Le tissu numéro 1, c'est le linceul de Turin. Alors là, ça ne colle plus du tout. Mais plus du tout. Parce que entre les 2 laboratoires, vous voyez là, Arizona et Oxford, eh bien, il y a 104 ans d'écart. Alors 104 ans d'écart, c'est incompatible totalement pour tous les statisticiens avec quelque chose de correct, avec quelque chose de cohérent. Et vous voyez que le niveau de signification n'est là que de 5%. Donc ce résultat, qui est pourtant très officiel, n'a pas du tout été communiqué dans la presse, qui s'était emparée de la chose, et à Londres, au British Museum, on avait fait une grande exposition en disant « le plus grand faux du monde ». Alors bien entendu, ça n'a plus, et il a fallu que certaines associations, dont la nôtre, se manifestent, et le professeur Tite, qui était le grand superviseur de ce test au carbone 14, nous a écrit quelques mois plus tard. Je ne considère pas moi-même que le résultat de la datation du suaire par le radiocarbone démontre qu'il est un faux. Comme vous l'avez correctement montré, décrire le suaire comme un faux laisse supposer une intention frauduleuse délibérée. Alors, il est évident que si c'était un faux, on saurait
devrait le refaire. Et donc, alors, comme on n'a jamais su le refaire, ça ne peut pas être un faux. Donc le professeur Tait a fait retirer la grande figure de l'exposition du British Museum. Il a fait donc ce premier retour en arrière. Je reviens un petit peu en arrière pour le communiqué de l'Église. Le cardinal Balestrero a été fortement accusé et à tort. C'est quelqu'un qui avait ouvert les dossiers scientifiques et les scientifiques l'ont largement approuvé. Et voilà le communiqué qui n'a pas été fait par le cardinal Balestrero, il avait été fait par le médecin personnel Navarro-Valls du pape Jean-Paul II, donc le communiqué officiel. L'Église réitère son respect et sa vénération pour cette vénérable icône du Christ. À l'époque, il a fallu faire un peu un grand écart. Je pense que les mots ont été pesés par le pape Jean-Paul II. Le cardinal Balestrero lui-même a dit quelques jours plus tard personne ne m'a fait dire que j'accepte ces résultats parce que cela ne me concerne pas. L'Église n'a pas accepté les résultats les yeux fermés, elle est sereine, elle a répété et elle répète que le culte du Saint linceul continue, que la vénération de ce linge sacré reste un trésor de notre Église, ce qui est significatif de son importance et de sa valeur. Je reviens donc au retour en arrière. Le professeur Tait en a parlé. À la fin du XXe siècle, le professeur Gove, qui était l'initiateur de cette fameuse nouvelle méthode par spectroscopie de masse, a écrit, fait lui aussi un retour en arrière. À l'époque, comme tout le monde, personne ne comprenait pourquoi ce tissu avait été daté du Moyen-Âge, alors que visiblement il était beaucoup plus ancien. Eh bien, on pensait à une pollution par des bactéries. Et donc, le professeur Gove a dit, même s'ils avaient su, même si les laboratoires avaient su cette pollution, ils n'auraient pas su comment la nettoyer. Donc, il n'y avait aucun moyen de dater le suaire avec une certitude absolue. C'est un témoignage qui n'a pas beaucoup circulé, et c'est un témoignage de début 2000 ou fin 99. Et puis, plus près de nous, le nouveau directeur du laboratoire d'Oxford, le professeur Christopher Ramsey, alors, il faut faire attention, parce que là aussi, on lui fait dire des choses. Moi, je me suis basé sur la déclaration très officielle éditée par l'Université d'Oxford le 31 janvier 2008. Et voilà ce qu'il dit. Avec les mesures au radiocarbone et toutes les autres preuves que nous avons sur le linceul, il semble y avoir un conflit dans les interprétations de différentes preuves. Pour cette raison, je pense que tous ceux qui ont travaillé ont besoin d'avoir un regard critique sur le résultat des preuves auxquelles ils sont arrivés, afin que nous essayions d'établir une histoire cohérente qui tienne la route et puisse nous dire la vérité sur l'histoire de ce tissu bien intrigant. Bon, je passe sur la phrase suivante. Alors, nouvelle datation donc de l'année dernière, disons de début 2013. Le professeur Giulio Fanti, qui est professeur à l'université de Padoue, a décidé de faire des recherches sur de toute autre méthode, et donc par des méthodes chimiques et mécaniques. Alors comment a-t-il fait? Je vous présente un peu globalement les résultats. Trois méthodes. Donc la spectroscopie infrarouge, excusez-moi, c'est un peu trop scientifique peut-être. La spectroscopie infrarouge, il a trouvé une datation autour de 300 avant Jésus-Christ, plus ou moins 400. Ensuite, la spectroscopie Raman, qui se fait avec une lumière laser, il a trouvé une datation de 200 avant Jésus-Christ, plus ou moins 500. Et enfin, une méthode purement mécanique. Alors pour ceux qui sont un peu forts en mécanique, c'est le module Young, le module de traction, d'élasticité. Et là, il a trouvé une date un peu plus tardive, 400 après Jésus-Christ, plus ou moins 400. Quand on fait la moyenne de ces trois datations, eh bien, on trouve en gros la période du Christ un tout petit peu avant, donc moins 33, plus ou moins 250 ans. Alors bien sûr, cette découverte n'a pas été du tout relayée en France. Le professeur Fanti n'a malheureusement pas pu faire une version française de son livre. Nous, on a pu le traduire par des amis qui connaissent bien l'italien, et il vient de sortir de nouveau un livre début de 2014 sur le même sujet. Et il a été critiqué beaucoup, y compris par le centre de synodologie, parce que la question c'est toujours d'être assuré que les fils testés sont bien authentiques. Et donc ça c'est assez difficile. Mais il s'en est, il a donné des preuves de l'authenticité des fils sur lesquels il a travaillé. Donc on a là une nouvelle datation qui va tout à fait dans le sens de l'époque du Christ.
sur le linceul, on trouve des dépôts et des traces. Eh bien, on va trouver par exemple du rouge à lèvres, on trouve du fil nylon, plein de choses, quelques toutes petites traces de peinture, parce que vous savez que les peintres, comme Rubens et autres, qui se faisaient une copie du linceul, mais ensuite pour l'avenir, il a collé un petit peu, alors il y a quelques petites traces de vermillon. Bon. Et on trouve surtout des matières et des aromates. Dans les matières, eh bien, on trouve une aragonite, c'est une forme de calcite que l'on trouve, enfin qui existe notamment à Jérusalem. On trouve dans les aromates, on trouve de la myrrhe et de l'aloès, et ça nous rapproche de l'évangile de Jean au chapitre 19, dans lequel on dit que Joseph d'Arimathie et Nicodème vinrent avec des aromates et ils entourèrent le corps suivant l'usage des Juifs. Alors on trouve quelque chose qui est tout à fait surprenant, ce sont des traces de monnaie. De quoi s'agit-il? Chez les Juifs, on avait l'habitude, quand les gens étaient décédés, de leur mettre des pièces de monnaie sur les yeux pour les fermer. Et tout près de nous, enfin en 1972, un prêtre jésuite américain a découvert sur des agrandissements importants des négatifs des traces de pièces de monnaie. Elles avaient été un peu découvertes avant par les Américains John Baer. Et vous voyez ici donc, la pièce telle qu'elle est sur les yeux, sur l'un des yeux de l'homme du linceul, une pièce assez particulière, et en haut on devine des traces de lettres. U-C-A-I. Alors on est allé chercher chez les numismates, parce que les numismates ont forcément des pièces de l'époque romaine, et on a trouvé des pièces qui correspondent tout à fait. Vous voyez cette pièce en bas où il y a écrit Tiberiu Caesaros, donc Tibère César, et donc vous voyez une houlette d'astrologue ici, là, et on devine cette houlette d'astrologue tout à fait ici. Et on a exactement la même forme. Alors petit détail, eh bien, ici, le Tiberiu Caesaros serait écrit avec un C avec un K au lieu d'un C, et donc c'était très surprenant, mais vous voyez sur la pièce d'en bas, il y a également un K au lieu d'un C, et il y a quelques pièces, 3 ou 4 pièces qui ont été trouvées, on va dire, avec cette faute d'orthographe. Peu importe. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir que ces pièces n'ont existé que en Palestine et n'ont été fabriquées que pendant 3 ans par un certain Pilate, exactement entre 29 et 32. Donc on a la certitude, avec ces pièces de monnaie, que l'homme du linceul, c'est un juif qui a été enterré entre 29 et 32. Vous savez que le Christ est mort, a été enseveli le 14 Nisan de l'an 30. Enfin, c'est ce qui résulte des différents calculs. Vous savez qu'il y a une erreur sur la date de naissance du Christ. Bon. À droite, vous voyez le dos de la pièce, et cette deuxième pièce, on a trouvé également, on a trouvé une autre pièce sur l'œil gauche. Il y a l'œil droit et l'œil gauche, donc on a ces pièces de monnaie. On a trouvé des pollens. Alors c'est un dénommé Max Frey, qui était criminologue attaché au laboratoire de la police criminelle de Zurich, qui a fait cette étude qui a duré 9 ans, très très longue, qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que malheureusement Max Frey est mort trop tôt, il est mort en 83, et ses résultats ont été un peu balayés par l'affaire du carbone 14. Il a trouvé 58 espèces polliniques, dont je ne vous donnerai pas tout le détail, mais on peut voir, par exemple ici, que certains pollens, on les trouve en France et en Méditerranée, ce qui est tout à fait logique. D'autres viennent de la Méditerranée, de la région de Jérusalem, d'autres des déserts calcaires, et certains viennent de la mer Morte. Il a trouvé 2 pollens qui viennent de plantes qui ne poussent que à Jérusalem et que l'on trouve en abondance, qui ne poussent que au printemps et que l'on trouve en abondance dans les vieux murs de Jérusalem. Au total, Max Frey a trouvé une grande quantité de pollen, de plantes qui n'étaient pas connues dans le reste de la communauté scientifique, pollen qui
n'existe justement que dans cette région de la mer Morte. Alors actuellement encore, il y a quelques critiques sur cette étude. J'espère un jour qu'on fera toute la lumière sur ces travaux qui sont tout à fait passionnants. Alors nous allons arrêter un peu cette vue un peu scientifique et nous allons passer un peu à un aspect plus historique. On va distinguer 5 grandes périodes dans l'histoire de ce tissu. Tout d'abord, eh bien, ce tissu n'aurait sans doute pas dû parvenir jusqu'à nous s'il avait enseveli un esclave, enfin, il n'aurait jamais pu ensevelir un esclave, il n'en avait pas, et s'il avait enseveli un mort normal, eh bien, il ne serait pas venu jusqu'à nous. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un an, on va rechercher le mort, on brûle tout, sauf les ossements, et on met les ossements dans des ossuaires. Donc, il n'y a aucun tissu qui soit parvenu jusqu'à nous, sauf un il y a 2-3 ans, mais c'était un tuberculeux qu'on avait vite bouché la tombe avec du plâtre, c'est le seul objet qui soit arrivé jusqu'à nous. Donc considérons les périodes depuis l'an 30, une première période qui est fondée sur des traditions, et puis on va aboutir à la période dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la période certaine. Alors, cette histoire du début, comme je le dis, le tissu n'aurait pas dû nous parvenir, mais il y a tout de même des choses assez curieuses, puisqu'on dispose de textes apocryphes du milieu du IIe siècle, par exemple, pardon, c'est pas celui-là. Un texte apocryphe dit l'Évangile de Nicodème, dans lequel il est dit Joseph d'Arimathie a été délivré de la prison par le Christ ressuscité. Ça, c'est pour le côté un peu merveilleux. Il a d'abord cru à un fantôme, mais Jésus a récité avec lui les commandements et lui a montré dans son tombeau le linceul et le suaire. Un autre texte apocryphe, l'Évangile aux Hébreux, dit le Seigneur, ayant donné son linceul au serviteur du grand prêtre, alla vers Jacques et lui apparut. Et puis il y a encore un texte apocryphe dans lequel le bon larron ressuscite et le gardien du tombeau qui était mort lui retrouve la vie. Donc tout cela nous laisse entendre qu'au milieu du IIe siècle, eh ben, peut-être que ce linceul n'avait pas été totalement, enfin il était encore connu. Et puis les pères de l'Église nous en parlent, Grégoire de Nice, et puis surtout Saint-Sylvestre, le fameux Saint-Sylvestre qu'on fête le 31 décembre abondamment, eh bien il a écrit en 325 un édit disant que dorénavant il fallait lire la messe sur un tissu en lin pour se souvenir du linceul sacré du Christ. Alors il n'est pas impossible que ce linceul finalement n'ait pas été livré. Il aurait dû l'être, parce que c'est un tissu horriblement taché de sang, et donc pour un juif normalement constitué, un juif pieux, eh bien c'est un scandale d'avoir un tissu parfaitement impur, donc il n'aurait pas eu une folie. Mais il devait être tellement extraordinaire qu'ils l'ont gardé, semble-t-il. Alors qu'a-t-il pu devenir? Eh bien aujourd'hui, tout porte à croire qu'il a atterri à une période qui n'est pas déterminée, peut-être l'an 30, mais peut-être beaucoup plus tard, à Édesse. Édesse, qu'est-ce que c'est? C'est une ville qui est au nord d'Alep, qui est aujourd'hui en Turquie, tout à fait à l'est de la Turquie. Ça s'appelle Sanliurfa, il y a 500 000 habitants. Et à l'époque, c'était un royaume totalement indépendant. Et il y avait là un roi qui s'appelait le roi Abgar V, qui régnait du temps du Christ, et qui écrit au Christ, alors c'est une pseudo-lettre, bien sûr, une lettre du IVe siècle, dans laquelle il dit je crois qu'on te veut du mal, viens chez moi, tu seras bien, il y a de la place pour nous tenir. Et puis il y aurait une pseudo-réponse, là aussi, du Christ, qui dit eh bien, je ne peux pas venir maintenant, mais quand je serai remonté vers mon Père, je t'enverrai un de mes messagers. Et toujours est-il que, selon la tradition, eh bien, dans ces années-là, on ne sait pas très bien quand, mais ce roi Abgar, donc avant sa mort, il était lépreux et il a été guéri par l'arrivée d'un disciple d'un des 72 disciples qui s'appelait Thaddée. Et ce Thaddée a amené à quelque chose. Et quand le roi Abgar a vu cette image, il en a été guéri. Alors, on a parlé d'un portrait impossible. Il y a plusieurs versions de cette légende tradition. C'est pas une légende, hein, c'est plutôt une tradition. Il y a plusieurs versions. Dans l'une, Abgar envoie son serviteur qui s'appelle Ananias pendant que le Christ parle encore. Et Ananias essaie de faire le portrait du Christ. Il n'y arrive pas. C'est un portrait impossible.
Et vous voyez là un peu le début de ce qui a été plus tard la naissance de ce qu'on va appeler la Véronique. On reviendra là-dessus. Alors, que se passe-t-il à Édesse? Eh bien, c'est très curieux parce que déjà à la fin du IIe siècle, il y a déjà 18 évêques de ce petit royaume qui ont suffisamment d'aura, on va dire, pour discuter ferme avec le pape Victor III pour fixer la date de Pâques. C'est à Édesse qui a été écrite la première Bible en syriaque. Il y a eu pas mal de saints comme Saint Éphrem ou d'autres saints qui sont très connus à Édesse. Et déjà au tout début du IIIe siècle, il y a déjà une église des chrétiens qui est détruite par une inondation. Je passe sur le reste pour ne pas faire trop long. On arrive alors en 525, là c'est la première date qui devient vraiment concrète. Il y a de nouveau une grande inondation dans cette ville d'Édesse, et dans un mur, eh bien, on découvre un tissu qui s'appellera plus tard l'image d'Édesse. Et cette image d'Édesse, un peu plus tard, on va dire qu'elle est dite non faite par la main de l'homme, à partir des années 600. Et tout dernièrement, vous voyez la mosaïque ici, il y a à peine 3-4 ans, un historien australien qui était en voyage à Édesse, on lui a montré cette mosaïque avec les traits du Christ, et c'est une mosaïque du VIe siècle, où il y a exactement ce que l'on retrouve sur le linceul. Bon, je passe. On arrive en 944, une date extrêmement importante. Il s'agit qu'il y a eu la crise iconoclaste, et après le triomphe de l'orthodoxie en 843, eh bien, les empereurs de Constantinople essayent de commencer à rassembler de nouveau des reliques, parce que tout a été détruit à Constantinople et ailleurs. Alors il y a dans cette fameuse ville d'Édesse une image qu'on appelle donc l'image d'Édesse, qui est l'image mondialement connue, enterrée à l'époque. Il faut absolument la voir. Alors qu'est-ce qu'il fait? En 943, il met le siège à cette ville, et contrairement à tous les autres sièges, il ne fait aucun prisonnier, mais il libère 200 prisonniers, ça s'est jamais vu. Contrairement à tous les autres sièges, il ne prend pas de butin, mais il donne 12 000 pièces d'or pour avoir un bout de tissu. Et ce fameux bout de tissu, eh bien, il arrive en grande pompe le 15 août 1944. Ici, vous voyez un manuscrit de la bibliothèque, qui est actuellement à la Bibliothèque nationale de Madrid. Et vous voyez l'empereur ici qui embrasse le visage du Christ sur un grand tissu qui est porté par un porteur. Et ici, en grec, il y a écrit To agion mandilion, ce qui veut dire le saint mandilion. Mandilion, c'est un mot dérivé de l'arabe, un mot grec dérivé de l'arabe, qui veut dire grand voile. Alors, voilà, donc à partir de là, le tissu est très vénéré à Constantinople. L'empereur fait même faire un deuxième siège impérial pour lui. Le roi Louis VII le voit lors de son passage à la croisade. Et puis en 1204, eh bien, c'est la fameuse 4e croisade avec le sac terrible de la ville de Constantinople, où tout est détruit. Et là, eh bien, il y a un seigneur de cette 4e croisade qui s'appelle Othon de la Roche, qui est un bourguignon, et on peut penser que Othon de la Roche a pu l'emmener. Pourquoi on peut le penser? L'histoire s'arrêtait en 1204, il y a encore quelques années, mais on vient de trouver, enfin il y a 25 ans maintenant quand même, on a trouvé à la bibliothèque du Vatican une lettre qui date du juin 1205. Alors ça nous fait gagner un an, mais c'est un an très précieux. Dans cette lettre, il est dit que c'est le neveu de l'empereur destitué qui écrit au pape Innocent III en lui disant: nous savons que toutes les reliques ont été pillées par les Francs et autres pays de pillards, le saint linceul étant à Athènes. Le saint linceul étant à Athènes. Alors cette phrase est extrêmement importante. Ça veut dire qu'il est arrivé à Athènes probablement à la suite du partage des restes de l'Empire, et sans doute grâce à cet Othon de la Roche, dont on reparlera tout à l'heure. Alors,
aurait-il pu le mettre? Eh bien, dans ce monastère qui s'appelle le monastère de Daphne, qui est à côté du Pirée, vous voyez en bas à la flèche, là, il y a un certain nombre de tombes de pères cisterciens, de moines que Audon Laroche avait fait venir à l'époque. Alors, l'histoire s'arrêtait là jusqu'à il y a peu de temps, très peu de temps même. Et quel lien pourrait-on faire avec la période qui est bien connue, donc la période numéro 1? Eh bien, ce lien maintenant on peut le faire. Il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans au maximum, et on le fait chaque jour un petit peu plus. Alors je reviens déjà à cette gravure du manuscrit de la Bibliothèque de Madrid. Le lendemain du 15 août, le 16 août, il y a déjà une homélie qui est très célèbre et dans laquelle il est dit que sur ce mantillon, on voit non seulement le visage, mais également la blessure de son propre côté. Donc, contrairement à une idée qui avait été longuement répandue pendant un certain temps, à savoir que sur ce tissu, sur cette gravure, on ne voyait que le visage, eh bien, le San Mandillón était sans doute un tissu beaucoup plus long sur lequel on voyait les blessures de son propre côté. Plus récemment, c'est tout à fait récent, ça a 2-3 ans, un historien anglais est allé au Mont Athos et il a découvert des manuscrits du Xe siècle dans lesquels il est effectivement dit que le Mandillón était un sindon. Sindon, c'est donc le mot utilisé par les trois évangiles synoptiques pour désigner le tissu d'ensevelissement, et que sur ce sindon, on voyait le corps entier. Donc il n'y a plus aucune ambiguïté, le Mandillón, c'est bien un long tissu qui a recouvert le corps entier. Par ailleurs, nous avons un document qui est tout à fait important, qui s'appelle le Codex Pré. Pré, c'est un jésuite du XVIIIe siècle, et ce manuscrit, ce codex, est daté sans aucune ambiguïté à moins de 5 ans près, des années 1195. Ce codex a été à Budapest, à la bibliothèque de Budapest, et il avait été montré notamment au professeur Jérôme Lejeune, celui qui en avait fait état le premier. Alors, sur la gravure que vous voyez ici, il y a des choses tout à fait étonnantes. D'abord, le Christ est entièrement nu. C'est inconcevable au XIIe siècle, c'est inconcevable, même au XIIIe, même au XIVe. Il a fallu attendre la Renaissance pour que chez Raphaël ou chez d'autres, on trouve de temps en temps un Christ entièrement nu qu'on a très vite caché au fond des sacristies. Si vous allez en Italie, vous demanderez, on vous en montrera peut-être, mais c'est un secret, on va le dire. Donc le Christ est entièrement nu, ce qui est inimaginable. Le Christ a les doigts, les mains croisées de la même manière que sur le linceul. Mais vous allez noter tout de suite un détail important, il n'a que 4 doigts à chaque main, c'est un détail que je vous demande de retenir pour tout à l'heure. Et puis, il y a un pli sous le fessier. Alors, dans les dernières décennies, on ne faisait pas du tout attention à ce pli, mais on y a fait attention depuis quelques temps. Pourquoi? On a retrouvé, là, cette année, on a retrouvé sur un manuscrit qui est à 3 le même type de positionnement du corps sur un grand linceul avec un pli sous le fessier. Alors, on s'est posé cette question, et quand on regarde l'image du négatif, vous voyez ici, c'est assez curieux, mais la distance entre les reins et le bout des pieds est beaucoup trop longue. Et bon, sans être trop cru, on a l'impression qu'il y a 2 fessiers. Alors, on a fait un traitement d'image, et ça a été fait donc tout récemment. Quand on fait un traitement d'image, eh bien, on supprime cette zone qui peut être la zone de pliage. Vous voyez ici, cette zone ici, dans laquelle il n'y a presque pas d'image. Ce qui voudrait dire que l'image, quand elle s'est formée, elle n'a pas pu traverser toutes les épaisseurs. Et à ce moment-là, en supprimant cette zone, eh bien, on retrouve un homme qui a des dimensions anatomiques tout à fait cohérentes, ce que vous voyez à droite. Et donc, on a maintenant la certitude, enfin, quasi-certitude, que cet homme a bien eu un linge sous le fessier pour absorber les humeurs, puisque avec le supplice qu'il a subi, il y avait des choses comme de l'urée et des vapeurs ammoniacales. Sur la gravure du bas, on trouve quelque chose, toujours sur ce codex Pré, on trouve quelque
étonnant. Vous savez que les iconographes n'inventaient jamais rien. Eh bien, vous voyez le tissu qui est tissé en chevron, on voit bien le chevron, et puis dans le rond rouge, vous voyez 4 petits trous qui ont une forme particulière, 4 petits trous en forme d'équerre, ou on va dire de L, avec un peu d'imagination. Vous inversez un peu la forme et vous trouvez un L majuscule. On les voit un petit peu moins sur l'autre partie du linceul, et là, vous les voyez un peu agrandis, voilà. Alors, quand on regarde ça avec un peu mieux contrasté ici, quand on regarde sur le linceul, sur le tissu lui-même, eh bien, vous voyez qu'il y a effectivement 4 trous qui ont cette forme d'équerre ou de L et qui sont répartis sur la face et sur le dos. Alors, on va essayer au niveau des reins, je ne sais pas si on va bien voir parce que ici c'est un peu plus difficile. Ouais, ça ne va pas être très bien éclairé, mais vous voyez ici, là, ces trous 1, 2, 3, 4, c'est ce que vous voyez là, parce que là c'est positif, là c'est négatif. Ici, un peu plus atténué, 1, 2, 3, 4. Ici, alors encore plus atténué, 1, 2, 3, 4. Et là, encore plus atténué. Voilà, alors ce qui veut dire que le tissu était plié par l'axe vertical, donc il y avait symétrie de là à là, et puis replié selon cet axe-là, ce qui fait dire qu'on était en 4 épaisseurs, et donc à ce moment-là, quelque chose a pu provoquer ces 4 fameux trous. Le linceul à Constantinople était d'ailleurs dit tétradiplome, c'est-à-dire 4 fois plié. Alors, ces 4 trous que l'on trouve sur ce codex près de 1195 nous donnent la certitude, mais c'est la certitude absolue, que le linceul qui était vénéré à Constantinople était bien le linceul qui est aujourd'hui à Turin. Ce codex près fait à Budapest, il a été fait, ça d'une façon certaine, les dessins ont été faits à Constantinople à l'occasion d'un mariage entre le roi de Hongrie et la fille de l'empereur de Constantinople. Ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons en Belgique, tout à l'heure au petit déjeuner, j'entendais parler quelqu'un parlait d'une image qui est en Belgique, et bien effectivement à l'église Saint-Gomer à Lierre, il y a une peinture qui est attribuée à Dürer, mais vous voyez ces 4 formes, alors il a interprété ça comme des gouttes de sang, et ça date de 1516, donc c'est bien antérieur au fameux incendie de Chambéry. Donc ces 4 trous n'ont pas pu être faits par l'incendie de Chambéry, c'est une certitude, et on les retrouve donc sur ce codex près, ce qui nous ramène donc à Constantinople, et on peut remonter de cette manière-là beaucoup plus en avant. Alors, que s'est-il passé entre ces 2 périodes? Eh bien, on ne sait toujours pas. Et c'est la grande inquiétude. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées. Bien sûr, l'hypothèse des Templiers, qui refait surface de temps en temps, qui a été plus ou moins abandonnée parce que pour un tas de raisons, je n'ai pas le temps d'évoquer ici. Une hypothèse plus intéressante, c'est un circuit discret. Un circuit discret, ça veut dire que ce fameux Othon de la Roche, eh bien, il était un peu embêté peut-être d'avoir ce tissu parce que le pape Innocent IV, en 1215, a promulgué un décret disant que tous les vilaines personnes qui avaient pris des reliques pendant le pillage, ils seraient excommuniés s'ils ne les rendaient pas. Alors que faire? Alors, donc, il n'est pas impossible que ce fameux Othon de la Roche est ramené en France, ou que ce soit son arrière-petite-fille, qui s'appelait justement cette Jeanne de Vergy, l'arrière-petite-fille d'Othon de la Roche, et c'est elle qui a épousé ce fameux Geoffroy Ier de Charny, qui est le premier seigneur, le seigneur de Liré, où on a trouvé donc le linceul en 1357. C'est un circuit familial possible, ça ne veut pas dire que ce soit bon. Beaucoup de travaux se font actuellement sur différentes hypothèses. Un autre circuit beaucoup plus officiel et en même temps paru, c'est totalement inaperçu. Pourquoi officiel? Eh bien, ça serait que à Constantinople, l'empereur Baudouin, dans les années 1230, est complètement fauché. L'empereur Baudouin, l'empereur Franc Baudouin, et vous savez qu'il met en gage beaucoup de reliques, surtout la Sainte Couronne d'Épines, et vous savez que Saint-Louis la prend, et c'est comme ça que Saint-Louis va chercher la couronne d'Épines à l'île de l'Archevêque pour l'amener à Sens, puis à Paris. C'est comme ça qu'il fait construire la Sainte-Chapelle.
Sainte-Chapelle, vous savez ça par cœur. Alors, il n'est pas impossible que le successeur de Saint-Louis, Philippe VI, ait fait cadeau à Geoffroy de Charny de cet objet. Pourquoi? Parce que il était peu visible, parce que Saint-Louis n'aurait pu ne pas s'en rendre compte parce qu'il est parti à la croisade juste au moment où la Sainte-Chapelle a été bénie. Donc ce circuit n'est pas tout à fait impensable. On n'a pas le temps de s'y attarder trop. Vous voyez ici ce qui reste de la Sainte-Couronne, il n'y a plus d'épines, mais tous les vendredis de carême, vous pouvez vénérer les gens qui restent dans ce reliquaire de festin. Alors, deuxième partie, bien, comment l'image a pu se former? C'est une grande question, mais au départ, d'abord, il faut considérer qu'il y a deux images qui sont totalement distinctes. Eh bien, d'une part, l'image des taches de sang. L'image des taches de sang, elle est tout à fait normale. Si vous vous blessez, vous avez du sang qui est rouge, qui va noircir un petit peu. Si vous faites une photo, eh bien, le négatif, la tache sera blanche. Eh bien, donc, vous voyez que sur le négatif, les taches de sang sont blanches. Et en plus, elle traverse le tissu, c'est une image tout à fait normale. Mais il y a l'autre image qui est, qu'on va appeler l'image corporelle, et dont on a déjà dit que cette image est en négatif, c'est celle de ces chevrons colorés. Alors cette image, elle est proche de l'image sanguine, à mieux que le millimètre, donc elles n'ont pas été faites en même temps. Par contre, ça c'est très important, il n'y a pas de traces des chevrons colorés sous les taches de sang. Donc il y a eu d'abord les taches de sang, donc l'ensevelissement, le linceul sali par le sang, et puis plus tard, on ne sait pas quand, cette fameuse image corporelle dont on va regarder les particularités physiques. Alors d'abord, elle est thermiquement stable, ça veut dire qu'à moins d'1 millimètre des trous de brûlure de l'incendie de Chambéry, eh bien, l'image n'a pas bougé du tout. Alors vous savez qu'au Moyen-Âge, on faisait des peintures avec de l'œuf, des peintures au collagène, et que ces peintures, elles noircissaient, vous pouvez toujours essayer, alors prendre une peinture lourde, demandez, vous pouvez là, vous verrez, à autour de 190 degrés, on voit que c'est complètement fini. Or, le coffre de bois qui était à Chambéry, eh bien, il était recouvert d'argent. L'argent, ça fond à 1000 degrés. L'argent a fondu, il a traversé toutes les épaisseurs du tissu, les 32 épaisseurs, et on peut raisonnablement penser que s'il n'y a pas eu 1000 degrés dans une atmosphère confinée, il y a eu largement 300 degrés, peut-être plus, à l'intérieur du coffre. Donc c'est totalement impossible que ce soit une peinture du Moyen-Âge. Cette image n'est absolument pas effaçable, on a tout essayé, il n'y a qu'un produit qui s'appelle le diimide qui permet de blanchir un peu une fibre. Il n'y a aucune trace de contour, aucune trace de pinceau, aucune trace de pigment. Entre parenthèses, il y a eu une grosse thèse faite par un Américain disant qu'il avait trouvé des tas de pigments, mais bon, cette thèse, elle est totalement annulée aujourd'hui. Donc c'est fini, elle est totalement réfusée. Ce n'est en aucun cas une peinture, c'est, comme l'ont dit les spécialistes de Sturp à l'époque, donc en 78, c'est une oxydation déshydratante du lin. Alors pour les enfants, les jeunes qui me disent oui, mais Léonard de Vinci, oh là, c'est un grand génie, donc sûrement il a pu le faire. Alors je dis, allez donc voir votre dictionnaire, vous verrez que Léonard de Vinci, il est né en 1453 et que le linceul, il est arrivé avant 1353, enfin dans ces années-là, donc 100 ans plus tôt. Donc c'est totalement impossible. Donc oxydation acide déshydratante du lin. Alors faisons un petit exercice, reprenons notre gravure du début. Ne gardons que la partie inférieure, on va enlever le corps et on va simuler donc le positionnement de la tache de sang qui a coulé du flanc, puisque l'homme a été percé par une lance à droite, donc le sang a coulé sur le tissu ici. Bon, la représentativité de ça, c'est pas forcément parfait, mais on peut comprendre que le tissu a recouvert et que la tache de sang a donc, le sang coulé a touché le tissu par l'intérieur. Vous comprenez bien ça, par l'intérieur. Hein. Voilà. Alors il n'y a pas de cœur, hein. J'ai mis la projection du cœur sur les deux faces, il n'y a pas de cœur. Hein.
deux hommes debout, et au miracle, mais ce n'est pas du tout un miracle, eh bien la plaie du coup de lance, vous la voyez à gauche. Et sur le négatif, puisqu'on inverse, eh bien vous la voyez à droite. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, puisque c'est ce pliage qui explique parfaitement ce coup de lance à droite. Voilà. Cela nous dit que l'image, bien sûr, l'image sanguine, elle peut venir que du corps lui-même, mais comme l'image corporelle, elle est extraordinairement liée à l'image sanguine, ça veut dire aussi que l'image corporelle vient du corps lui-même. Ce n'est donc pas le bon Dieu qui a envoyé une bombe atomique sur Jérusalem. On n'aurait pas eu du tout ce genre d'image, ça ne serait pas du tout symétrique entre les deux faces. On a une image qui est parfaitement symétrique au point de vue couleur, donc l'image vient du corps lui-même. Ça, c'est une certitude. Alors, j'en profite là pour vous montrer une mosaïque du VIe siècle à Ravenne, où l'artiste a représenté le coup de lance à droite. C'est rarissime. Si vous vous baladez dans les différentes églises, vous trouverez quelques peintures où le Christ est présenté avec le coup de lance à droite, mais en général, il l'a mis à gauche comme sur le linceul. Alors l'image, donc on a vu la version droite-gauche, elle est inversée, la version d'état, je n'en parle plus. Elle est très superficielle. Très superficielle, ça veut dire qu'elle n'est présente que sur quelques microns, 20 à 30 microns. Et encore, on dit même que sur chacune des fibres, ça serait moins de 1 micron, parce que l'intérieur des fibres elles-mêmes ne serait pas traité. C'est impensable pour un peintre de peindre sur quelques microns. Un micron, c'est 1/1000 de millimètre. Alors on a trouvé ça en 1978, lorsqu'on a détaché la toile des Hollandes, qui était donc cousue de l'autre côté. Avant, on ne savait pas, et c'est là qu'on a vu qu'il n'y avait pas d'image de l'autre côté. L'information tridimensionnelle, on en a déjà parlé. Alors, quelles hypothèses peut-on faire? Puisque ça vient du corps lui-même, il n'y a que deux solutions possibles. Une solution par des émanations chimiques, on va dire naturelles, du corps. Pourquoi? Eh bien, ça s'appelait la vaporographie. C'est une idée qui a eu beaucoup lieu au XXe siècle. On a fait une simulation avec une rosace de plâtre qu'on a trempée dans des vapeurs d'ammoniac et qu'on a essuyé avec de la poudre d'aloès. Et voilà ce que ça donnait comme résultat, positif, négatif. On était tout contents, on disait, c'est pas mal, sauf que c'est moins net que ce que l'on voit sur le linceul, et surtout, sauf que une image comme ça, par vaporographie, au bout de quelques temps, ça traverse le tissu. Quand vous prenez tous votre bréviaire pour aller dans la campagne, vous mettez une petite pâquerette, 2 ans après, ça traverse. Or là, ça n'a pas traversé du tout. Donc cette hypothèse a été annulée. Donc il ne reste qu'une seule hypothèse, c'est par quelque chose qui vient du corps lui-même et qui n'est pas des vapeurs chimiques. C'est donc uniquement des rayonnements émis par le corps. Donc il faut trouver un candidat. Alors on a essayé beaucoup de candidats, beaucoup n'ont pas marché, mais il y a un modèle qui marche, c'est le modèle du père Jean-Baptiste Rinaudot, qui est basé sur la rupture des noyaux de deutérium. Alors, dans notre corps, vous savez qu'on est constitué d'hydrogène, d'eau et d'hydrogène. Vous savez que dans l'hydrogène ordinaire, il y a une seule particule qu'on appelle un proton. Ça, c'est l'hydrogène normal. Mais il y a un autre en très petite quantité, un autre hydrogène, des quantités infinitésimales, mais pas si infinitésimales que ça, puisque vous êtes ancien comme moi, vous savez qu'on a fait la bataille de l'eau lourde, on est allé chercher l'eau lourde en Norvège. Eh bien, l'eau lourde en Norvège, c'est une eau qui avait été enrichie dans ce fameux atome de deutérium. Qu'est-ce que c'est que le deutérium? C'est un hydrogène lourd, d'où lourde. Eh bien, il a, au lieu d'avoir une seule particule, un neutron, un proton, il a 2 particules, un proton et un neutron. Alors, l'idée de Jean-Baptiste Rinaudot, que se passe-t-il si par hasard, pour une raison qu'on ne connaît pas, eh bien cet atome éclate? Eh bien, les 2 particules vont partir avec la même énergie, et que vont-elles faire? Eh bien, les protons vont aller taper sur le tissu, ils vont un peu s'orienter dans un champ électrique qu'ils créent eux-mêmes, je pense, et ce que l'on sait en physique corpusculaire, c'est que ce qu'on appelle le libre parcours moyen,
savez qu'on raisonne sur des millions de particules, donc on est obligé de prendre le libre parcours moyen. Alors pour les protons, il est de l'ordre de 3 cm dans l'air et il n'est que de quelques microns dans les tissus. Donc c'est un très bon candidat. Alors vous voyez ici, si je simule le front, les genoux et les pieds, et bien vous voyez que aux zones où il y a eu contact, il va y avoir une forte densité, c'est-à-dire une forte coloration, et aux zones où on est trop éloigné, eh bien il n'y aura pas d'image du tout ou une image faible en fonction de la distance corps-tissu. Donc c'est illustré par ce petit schéma, zone de contact, forte densité, zone éloignée, faible densité. Alors ce modèle marche assez bien et on a donc déterminé la dose exacte de protons qu'il faut pour avoir la coloration telle qu'elle est sur le linceul. À partir du moment où on a cette dose, c'est exactement la même dose qu'il y a eu en neutrons. Alors que font les neutrons avec cette dose? Eh bien, ils vont également vers le linceul et ils vont taper là sur quelques molécules d'azote parce qu'il y a un liant dans le tissu, dans le tissu de lin, il y a un liant et il y a quelques molécules d'azote. Donc on va retrouver cette réaction dont j'ai parlé tout à l'heure, réaction qui se passe dans la très haute atmosphère. Un neutron plus un atome d'azote, ça fabrique du carbone 14. Ah, eh bien alors, grand intérêt. À ce moment-là, eh bien, on peut imaginer qu'au moment même où l'image s'est formée, il y a eu un enrichissement en carbone 14. Alors, les essais ont été faits, ils sont assez compliqués, mais finalement, à condition d'introduire un petit peu quelque chose qui vient de l'incendie complémentaire de Chambéry, on retrouve les 13 siècles d'écart qui nous manquent. Donc, ce modèle, je ne dis pas que c'est parfait parce qu'il est critiqué, mais c'est le seul qui répond à la fois à la formation de l'image avec toutes ses particularités et à la fois à la datation erronée du XIIIe, XIVe siècle. Alors, qui est l'homme du linceul? Qui est l'homme du linceul? Pour essayer de savoir ça, eh bien, on a plusieurs éléments. D'abord, on va parler de la race de l'homme du linceul. Pour les anatomistes, c'est un homme de ce type syro-palestinien. Et pour les religieux juifs, eh bien, c'est un homme qui a une trace, une natte, vous voyez, au milieu des épaules qui descend assez bas. Et ça pourrait être un homme appartenant à un groupe religieux juif. Il y a par ailleurs des inscriptions. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. Vous aviez vos postes radio d'autrefois, que vous avez vu dans vos greniers, où il y avait un gros bouton qu'on tournait, et pour trouver la station, quand on dépassait, ça faisait jusqu'à ce que vous soyez sur la bonne station. Vos petits-enfants, ils ont plus ça, là, ils touchent, ils ont la station du rêve. Qu'est-ce qu'on a fait pour nos petits-enfants? Eh bien, on a éliminé le bruit de fond avec les filtres, on vous passe les détails. On n'a plus ce bruit de fond. Eh bien, en optique, les chevrons vont aussi faire un bruit de fond optique. Alors, un ingénieur qui s'appelle André Marion, qui travaillait à Saclay, a eu l'idée de s'affranchir de ce bruit de fond optique. Et en faisant ça, eh bien, il a mis en évidence des lettres, des séries de lettres, qu'on avait à peine devinées jusque-là. Les Italiens avaient deviné un peu ces lettres, mais là, il les a mis beaucoup plus en évidence grâce à cette méthode. Et on voit ici, alors bien sûr, c'est surligné ici, et puis mis dans les cartouches, hein, donc c'est beaucoup plus ténu que ça. Mais vous voyez ici écrit de haut en bas Nazarénos, donc un nazaréen. Vous voyez ici de bas vers le haut Inece, qui semblerait être un bout de la condamnation à mort, Inece libis, tu iras vers la mort ou ira vers la mort. Là, c'est plus ambigu, c'est des morceaux, ça pourrait être des morceaux de l'eau, disons, Opsis, qui a visage invisible, n'en rajoute pas trop. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ici, alors bien sûr, j'ai eu un cartouche que l'ai rajouté, bien sûr, mais il y a écrit Jésus, de Jésus. Alors, on s'est beaucoup perdu en conjecture. Souvent, je dis que c'est pas Sarkozy qui est là, donc c'est pas Jeanne d'Arc, c'est pas Hollande. Donc voilà. Bon. Ces lettres sont datables du 1er et 2e siècle. Voilà, donc cet ensemble nous permet, qu'est-ce que je voulais dire, je tire le fil.
vous le résume en 2 mots. La solution est toute simple. À la sortie du cimetière, il y a un fonctionnaire de service. Le fonctionnaire de service, il est là pour dire qui c'est qui arrive et qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est un Nazaréen, il s'appelle Jésus, et il était condamné à mort. Et puis, elle va même un peu plus loin avec les lettres qui sont là c'est plus ambigu. Mais elle semble dire que là, ça voudrait dire qu'il faut attendre le mois d'avril de l'année prochaine, puisqu'il est mort, le Christ est mort en avril. Dans un an, vous pouvez venir le chercher, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir brûler et ne garder que les ossements, sous toute réserve. Mais donc c'est tout à fait intéressant d'avoir cet ensemble d'inscriptions qui nous amène là aussi un fort indice, qui nous amène sur la piste. Alors, on a aussi l'iconographie. L'iconographie, ça consiste à regarder comment le Christ a été représenté dans l'histoire. Alors, vous savez que pendant les premiers siècles, jusqu'à la fin du IVe siècle, il était représenté sous forme d'un jeune grec sans barbe. Le bon pasteur, ça c'est au Vatican, le sarcophage de Probus, fin du IVe siècle, mais en même temps commence à se mettre en place dès la fin du IVe siècle, quelque chose qui est totalement différent, une image qui va ressembler beaucoup plus à ce que l'on voit sur le linceul. Là, on est dans la catacombe de Commandilla, on est là un petit peu plus loin, Saint-Christ. Alors, Paul Vignon, qui était un botaniste du XXe siècle, a eu l'idée de regarder sur le linceul les traces qui ne peuvent absolument pas intéresser un artiste, mais que les artistes ont pu reproduire dans l'iconographie. Alors, il a déterminé une quinzaine de signes très particuliers que l'on ne va pas tous détailler, mais vous voyez ici une trace ici en bas de bois, donc elle correspond à l'arrêt du sang par la couronne d'épines. Vous voyez ici un carré ici, un triangle ici, un autre triangle ici. Ça c'est une trace de pli. Vous voyez un certain nombre de choses. Et donc il est allé regarder sur les différentes icônes comment ça a été représenté. J'insiste sur le point qui est en haut. Ça c'est très curieux et il faut regarder ça. C'est une tache de sang de la veine frontale. Il faut savoir que les connaissances sur la circulation sanguine datent du début du XVIe siècle. Avant, début du XVIIe siècle, pardon. Avant, on ne savait absolument pas comment circulait le sang. Qui plus est, à l'époque, 8e, 7e, 9e, 10e siècle, il faut se rappeler que donc, on ne voyait que le positif, que très rarement, que dans l'obscurité, et donc il est très probable que les artistes aient représenté ce que nous avons de sang par cette forme en 3, mais qui l'ont représenté sous une forme de cheveux, de mèches de cheveux. On voit aussi les yeux exorbités. Pourquoi là aussi on revient à la même idée, à savoir qu'on est sur le positif, qu'on voit mal les choses, et donc quand vous regardez le positif, on a l'impression que l'homme a les yeux ouverts. Il y a d'ailleurs une expérience qui a été faite il y a 2-3 ans avec une trentaine d'étudiants à qui on a montré le positif. On a dit maintenant dessinez le visage. Ils ont tous fait un visage avec les yeux ouverts. On a donc tout à fait logiquement, quand on regarde le positif, ce blanc autour des yeux, l'impression que le Christ a les yeux ouverts. Donc toute l'iconographie byzantine que vous allez voir. Alors je reviens à mon affaire de Mèche et Dieu. Jan Wilson, l'historien bien connu, a supposé que pour ne pas montrer le linceul taché de sang, eh bien, le roi Agar l'avait plié par la largeur et l'avait mis dans un coffre grillagé. Il y a d'ailleurs un texte du Xe siècle qui dit qu'il le cloua sur une planche, epissalidos colessas, et qu'il l'entoura d'un grillage doré. Alors l'idée, c'est qu'on ne voyait pendant des siècles, on n'a vu que le visage par une espèce de petite fenêtre. Un ingénieur en optique, Éric de Valter, a eu le sentiment qu'il y avait peut-être une fenêtre en albâtre
et que sur le linceul, eh bien, on voyait une légère trace, peut-être, de coloration différente du reste de l'image. Alors on était resté sur cette idée-là, et bien tout récemment, on a fait du travail en 3D, et en 3D, eh bien, sur le positif, vous voyez que ce halo autour du visage apparaît d'une façon beaucoup plus nette, et alors sur le négatif, c'est encore beaucoup mieux, c'est tout à fait visible maintenant. Voilà, le négatif retraité par Thierry Castex, vous voyez parfaitement ce halo. Donc on a là une confirmation que le linceul qui est à Turin, correspond bien à ce qui avait été mis sous ce grillage par le roi Abgar. Alors je reviens à mes différentes icônes, je vais les passer un petit peu vite, mais vous verrez vous-même tout un tas de signes que l'on trouve sur le linceul, le triangle, la mèche, etc. Ici c'est un Spes Neredista, celui-là est appelé le Saint-Mandillon d'ailleurs, ça c'est aussi le Saint-Mandillon, c'est à Chypre, de 1150. Novgorod, on a la même image exactement à Lan, c'est la quasi-copie conforme, elle est revenue en France en 1249, je crois. Palerme, les pantocratores de Sicile, à Montréal, à Céphalou. Et puis je reviens à Daphni, ce fameux monastère de Daphni, où il y a une coupole qui est grande comme la pièce ici. Et dans cette coupole, en mosaïque des années 1150, eh bien, il y a la quasi-totalité des signes que l'on trouve sur le linceul de Turin. Et en particulier cette fameuse mèche de cheveux que vous voyez là, mais il y a 72 mosaïques dans ce monastère de Daphni qui racontent l'histoire du Christ. Et bien, vous voyez que sur la mosaïque du baptême au Jourdain, le Christ a aussi cette mèche de cheveux. Et puis, mon Dieu, si cette mèche est si importante, eh bien forcément il l'avait quand il était tout petit, donc vous la verrez un peu partout, faites-y attention, quand vous verrez des images de la Vierge, des icônes de la Vierge avec l'enfant Jésus, très souvent, pour ne pas dire presque partout dans l'iconographie byzantine, l'enfant Jésus a cette mèche de cheveux. Et puis alors si on se dit, ben, si elle est si importante, c'est pas le Père Joseph qui a pu la donner, là c'est pas le Père physiologique, donc ça peut être que sa maman. Et on voyait aussi toujours à Daphni la petite Sainte Vierge qui vient en représentation au temple et qui a la petite mèche de cheveux la petite mèche sur les cheveux. Et puis vous la voyez même dans son bain, là, avec Sainte Anne sur son lit d'accoucher, la petite Sainte Vierge et cette petite mèche de cheveux. C'est amusant, ça nous montre que très probablement, donc à Constantinople, Athènes, Daphni, eh bien les artistes avaient le linceul tel qu'il est aujourd'hui. À Turin, il l'avait sous les yeux. Alors, nous allons maintenant, dans notre dernière partie, comparer ces subis avec les évangiles. Et donc, on va essayer d'être rapide. Le premier texte, 2 jours avant la Pâque à Béthanie, une femme vint avec un flacon d'albâtre contenant un parfum pur et très coûteux. Elle frisa le flacon et lui versa le parfum sur la tête. Eh bien, qu'est-ce que vous savez, le repas chez Simon, eh bien, qu'est-ce que l'on trouve sur le linceul? On trouve des gouttes de sang sur la nuque, et certains spécialistes ont considéré qu'elles avaient une forme bizarre, comme si il y avait eu un produit gras sur les cheveux. Quand Jésus arrive, qu'il est le Fils de Dieu, on commence la Passion, Matthieu chapitre 26, le grand prêtre s'écrie, vous avez entendu ce blasphème, alors lui crachèrent au visage et le giflèrent, d'autres lui donnèrent des coups en disant, dis-nous qui t'a frappé. Et puis Matthieu chapitre 27, et prenant un roseau, ils le frappèrent à la tête. Que voit-on sur le linceul? Eh bien, l'homme du linceul a des tuméfactions importantes aux joues, et il a le cartilage du nez cassé. Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter, c'est en Jean chapitre 19. Vous savez que Pilate considérait Jésus comme un doux innocent, pas très dangereux pour le pouvoir, et il voulait l'en faire sortir. Il y a plusieurs témoignages dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Mais il a quand même fait une flagellation qui n'était pas la flagellation habituelle pour satisfaire les Juifs, puisque saint Paul lui a reçu 5 fois la flagellation romaine, les 39 coups. Il a fait une flagellation terrible, et avec un flagrum, le flagrum romain, et le professeur Barbet a dit
j'ai compté 100 coups, peut-être 120 coups, qui ont été donnés avec ce type de flagrum. Alors, le flagrum où il y avait soit des osselets, soit des boules de plomb. Vous voyez la forme des haltères, les marques que cela peut faire. Les spécialistes ont déterminé que l'homme du linceul avait eu 950 cm² de peau arrachée. Une flagellation tellement épouvantable qu'elle a entraîné un début de fibrillation cardiaque, ce qui va expliquer pourquoi cet homme est mort prématurément. Passe au point suivant, Matthieu chapitre 27, les soldats tracèrent une couronne d'épines qui lui mirent sur la tête. Eh bien, que voit-on sur l'homme du linceul? Il a effectivement des blessures des veines frontales et de l'artère du haut du front, dont cette fameuse coulée de sang en forme de croix. Alors, comment ça a pu se faire? Eh bien, les Romains utilisaient ce qu'on appelait le pileus romain, c'était un casque d'épines avec des joncs pour enserrer autour du front. Et vous savez que donc, toutes les épines que nous avons sont aujourd'hui disparues. Ça s'apparentait, semble-t-il, d'après plusieurs auteurs, à ce qu'on appelle le Ziziphus spina Christi. Je ne vous en ai pas emmené parce que dans le train, ça aurait peut-être été un peu gênant de me balader avec les épines. Mais ce sont des épines très longues, de 7 à 8, 10 cm, et qui ont, semble-t-il, été enfoncées très fort. Donc les spécialistes voient des blessures profondes. Et donc vous savez qu'aujourd'hui, donc, la couronne est vénérée à l'église Notre-Dame. Alors, normalement, tout condamné aurait dû se laisser mourir après une condamnation, un supplice déjà aussi effroyable. Très curieusement, l'homme du linceul s'est relevé pour le supplice suivant. Deuxièmement, dans la loi romaine, il n'y a qu'un seul supplice pour une seule condamnation, il n'y en a pas deux. Or, là, dans l'Évangile, on nous dit que Pilate a fait tout ce qu'il a pu pour sauver Jésus, mais les Juifs sont là en train de crier à mort, crucifie-le. Donc, il envoie à la mort, c'est tout à fait rarissime qu'il y ait eu deux condamnations. Et donc, l'homme du linceul va porter sa croix. Donc, dans l'Évangile, Jésus portant lui-même sa croix, sortit et gagna le lieu du crâne qu'on nomme Golgotha. Alors, on ne portait pas la croix entière, on a fait les calculs, la croix entière, contrairement au film de Mel Gibson, ça on va peser dans les 120 kilos. C'était pas pensable, c'est le bois très dur. La partie verticale qu'on appelait le stipé, c'était en général un arbre ou un pieu qui restait enfiché en terre. L'homme portait généralement ce qu'on appelle le patibulum, une poutre qui déjà en acacia fait dans les 35 à 40 kilos, donc quelque chose de très lourd pour un homme qui est très, très affaibli, très très affaibli. Alors, que voit-on sur le linceul? Eh bien, on voit effectivement les traces de portement d'un objet lourd et on devine les traces de la flagellation sous les traces de ce portement. Petite phrase toute simple, mais terrible, Marc chapitre 15 ou Jean chapitre 19, puis ils le crucifièrent, ou là, ils le crucifièrent avec lui deux autres, de part et d'autre, et Jésus au milieu. Ça nous a l'air tout simple. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Il y a le bourreau et il y a la victime. Le professeur Barbet a été très étonné de voir que les traces de sang dans les mains ne sont pas du tout là où on les met. Vous savez que sur tous nos crucifix, les clous sont toujours au milieu de la paume. Là, visiblement, la tache de sang est en dessous de la paume, au niveau du poignet. Alors, il a été très étonné, le professeur Barbet, et il est allé voir à la morgue, chercher des corps, faire des expériences avec des corps amputés. Il a pris des corps du même poids, à peu près 75 kilos, et il les a cloués au milieu de la paume, et au bout de 10 minutes, eh bien, la paume s'était déchirée. Et donc, il a regardé ce qu'il y avait comme possibilité, et dans la radio, on voit très bien, dans le carpe de la main, dans le métacarpe, on voit un petit espace qu'on appelle maintenant l'espace de Testo, et dans cet espace, on peut introduire un clou qui va très bien tenir mécaniquement l'ensemble du corps. En plus, il n'y a pas d'hémorragie dans cette zone-là, parce qu'il n'y a pas de veine importante qui passe. Il faut se rappeler que pour les Romains, il faut que le condamné reste en vie. Les condamnés restaient souvent en vie plusieurs jours. Donc, c'est un bénéfice pour le condamné, pour le excusez-moi.
passage, je en profite pour vous montrer que l'homme du linceul n'a que 4 doigts à chaque main. Alors que se passe-t-il quand on enfonce ce clou? Eh bien, ce clou va toucher les liaisons nerveuses de l'intérieur de la main, et cette expérience, vous pouvez la faire, donc cet après-midi, et vous voyez que le pouce se rétracte vers l'intérieur de la main, et c'est comme ça qu'on explique qu'il n'y a que 4 doigts à chaque main. Ça, c'était une expérience du professeur Barbet, 1950, c'était impensable, bien sûr, au Moyen-Âge. Donc voilà, l'homme n'a que 4 doigts à chaque main, et vous retrouvez ça sur le fameux manuscrit du Codex Pré dont on a parlé tout à l'heure. Même chose pour les pieds. Là, il y a un espace qu'on appelle maintenant l'espace du docteur Vera, qui est aussi très solide dans les carpes du pied et qui permet donc de mettre ce clou et de ne pas avoir d'hémorragie importante. Alors, un point tout à fait important ensuite, comme c'était le jour de la préparation, les Juifs, de peur que les corps restent en croix pendant le sabbat, demandèrent à Pilate de leur briser les jambes. Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ne brisèrent pas les jambes. Et un peu plus loin chez Marc, Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Eh bien, tout le monde a été étonné. Eh bien, l'homme du linceul est rentré en rigidité cadavérique. L'homme du linceul n'a pas les jambes brisées, alors qu'on a trouvé des squelettes qui ont les jambes brisées, mais surtout, il est en rigidité cadavérique, donc il était en rigidité avant qu'on le descende pour le poser sur le linceul. Ce qui s'explique tout à fait par cette fibrillation cardiaque. Donc il est mort non seulement par l'asphyxie, on va en parler, mais il est mort également par cette fibrillation cardiaque très importante. Alors, cette position de rigidité cadavérique, où vous voyez les 2 pieds qui sont décalés, elle a eu un grand retentissement chez nos amis byzantins. Donc vous voyez dans le cercle, le décalage est surligné. Eh bien, les Byzantins ont considéré que c'était l'image du Christ dans son incarnation. C'est ce qu'on appelle la kénose du Christ. Le Christ serait incarné dans un être un peu difforme. Et sur la pièce de monnaie que vous voyez là, qui est de 869, c'est très curieux, vous voyez le Christ sur son trône, le Christ triomphant avec un pied normal et un pied atrophié à 90 degrés. Cette image du pied atrophié, vous la retrouvez beaucoup, par exemple ici sur l'école de Vladimir, et vous ferez un peu attention, il y a beaucoup d'icônes où le Christ a un pied de travers. C'est donc la kénose du Christ chez les Byzantins. Alors, les écoulements de sang, on ne va pas en parler indéfiniment, mais donc tout à l'heure on a dit que pour le bourreau c'était très avantageux, pour le supplicié, mais au contraire, lui, il va faire ses mouvements pour essayer de retrouver sa respiration. Quand il est en position basse, il est en position d'asphyxie, donc il fait ses mouvements pour remonter et chercher sa respiration, et c'est comme ça que la main tourne autour du clou, c'est comme ça qu'on a cette blessure du nerf médian. Je passe. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. C'est Jean chapitre 19. Eh bien, que voit-on sur l'homme du linceul? Il y a une plaie au côté entre la 5e et la 6e côte. Cette plaie est ouverte. Elle a été faite par une lance de type romain, dont la largeur fait 4 à 5 cm. Ce qui est important, c'est que c'est bien un cadavre, parce que quand vous vous blessez fortement, eh bien, comme nous sommes vivants, nos tissus se referment, même si on ne va pas à l'hôpital. Mais quand on est mort, eh bien, nos tissus ne se referment pas, et donc la plaie est restée béante. C'est bien un cadavre. C'est donc pas, comme on nous dit dans David Chicode, le dénommé Jésus qui se réveilla et qui ensuite partit avec Marie-Madeleine et eurent beaucoup d'enfants. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Voilà. C'est un cadavre et il est en rigidité cadavérique. Voilà. Alors, le dimanche matin, les femmes reviennent au tombeau, mais le corps de Jésus n'y est plus, et elles vont dire aux apôtres qu'ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Voilà un tombeau à Jérusalem. Que s'est-il passé? Eh bien, entre le vendredi et le dimanche, le vendredi soir, on peut penser qu'elles ont laissé le corps du Christ de cette manière-là. Vous savez, c'est l'arcosologue, c'est les tables où on dépose les morts, et elles auraient donc pu entourer de
on mettait une mentonnière pour fermer la mâchoire du mort. D'où les deux appellations qu'il y a dans les évangiles. Que se passe-t-il donc le dimanche matin? Elles reviennent et il n'y est plus. Comment voit-elle les linges? Eh bien, le dimanche matin, elle voit, semble-t-il, cette position-là. Les linges sont retombés par terre, les linges sont affaissés. Alors, il faut reprendre le texte grec, parce que vous savez, dans beaucoup de Bibles, vous avez des traductions assez fantaisistes qu'on a suivies pendant des années et des années. Il y en a même une encore dans la Bible de Bayard aujourd'hui qui est du même genre. Mais le texte grec dit que les Otonia étaient kaimena. Kaimena, ça veut dire retomber sur eux-mêmes, affaissés. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils ont été pliés. C'est pas le bon soldat Jésus qui a dit qu'est-ce que je fais ce matin, je vais d'abord faire mon partage, puis j'irai voir mon père après. C'est pas ça. Non. Les linges sont retombés sur eux-mêmes. Et le linge qui avait entouré son visage. Eh bien, le texte grec nous dit, cette mentonnière, ce linge, ce sudarium, il n'était pas retombé avec les linges, mais il était entetuligmenon eis enatopon. C'est-à-dire, il était resté en forme de rond, eis enatopon, à sa première place. Alors ça, c'est très important, c'est des traductions que l'on peut faire et qui sont de plus en plus confirmées aujourd'hui par les exégètes. Ça veut dire que Jean, quand il a vu, il crut. C'est une phrase toute simple pour nous, il vit, il crut, mais voilà ce qu'il a vu. Et comment on peut expliquer? Eh bien, il a vu ses linges retomber sur eux-mêmes, le corps n'y est plus, et ce suaire qui restait à sa forme arrondie autour du visage. Alors vous me direz, monsieur, tout ça c'est vous qui racontez ça, mais que nous disent les spécialistes? Eh bien, les spécialistes nous disent, c'est très curieux, sur cette image, sur ce linceul, eh bien, aucune des taches de sang n'a été arrachée. Aucun caillot de sang n'a été arraché. Donc on ne voit pas très bien comment on aurait pu voler le corps, puisque 950 cm² de peau arrachée, c'est un homme qui a sanguinolé d'une façon effroyable dans ce linceul, donc le linceul était totalement collé à sa peau. On ne peut pas attraper un corps comme ça sans tout arracher. Aucun caillot de sang n'a été arraché. Deuxième chose, quand vous allez un peu plus loin dans le processus mortel, eh bien on va vers la décomposition, et les anatomistes nous disent, c'est très curieux, aucun des caillots de sang n'a atteint le début de la décomposition. Ça se passe entre 30 et 40 heures. L'entrée en putréfaction, les caillots, semble-t-il, je ne suis pas médecin, mais les caillots commencent à se ramollir et les anatomistes savent voir ça, que le corps est rentré ou n'est pas rentré en début de putréfaction. Là, le corps n'est pas rentré en début de putréfaction. Voilà, donc je vous ai tout dit. On peut conclure. Donc l'objet peut être originaire du Moyen-Orient et daté du 1er siècle après Jésus-Christ. La datation 44 peut avoir été faussée par certains événements. La probabilité que l'homme ne soit pas Jésus est infiniment faible, on ne s'y attarde pas. La science ne permet pas de savoir comment l'image s'est produite, mais ce n'est sûrement pas une peinture. L'hypothèse d'une émission de particules par le corps permet de lancer dans la recherche, on vous attend pour nous aider. Et personne ne peut dire comment cet homme est sorti du linceul. Voilà. Et pour finir, 2-3 petites phrases Alors, Thérèse de l'Enfant Jésus disait, vous savez qu'elle est morte quelques semaines avant, non, quelques mois avant la première photo de Seconde Local. Oui, la face de Jésus est lumineuse, mais si au milieu des blessures et des larmes, elle est déjà si belle, que sera-ce donc quand nous la verrons dans le ciel? Le pape Jean-Paul II, alors il a écrit beaucoup de choses, le pape Jean-Paul II, on ne va pas tout lire, mais il dit surtout, l'image qu'il présente a un rapport si profond avec tout ce que racontent les évangiles de la passion et de la mort de Jésus, que tout homme sensible se sent touché intérieurement et profondément ému lorsqu'il la contemple. Le pape Benoît XVI, le visage mystérieux qui parle silencieusement au cœur des hommes en les évitant à y reconnaître les visages de Dieu. Et le pape François, cette image parle à notre cœur et nous pousse à regarder le bois de la croix, à nous immerger dans le silence éloquent de l'amour. Je termine avec ça. Le thème de l'ostension l'année prochaine, 2015, sera le plus grand amour. Les marques d'un homme flagellé crucifié sont les marques d'un amour qui ne s'arrête pas avec la mort, souligne le communiqué. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie